Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Olivier De Schutter, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Vous publiez « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté au lien qui libère ». On va en reparler dans un instant. Si on devait faire une photo, Olivier De Schutter, de notre planète, telle qu'elle est aujourd'hui, sur le front de l'extrême pauvreté, comment diriez-vous qu'elle va, notre planète ? Écoutez, nous avons fait des progrès dans beaucoup de régions, notamment en Chine, et les statistiques mondiales sont un peu faussées par le poids démographique de la Chine qui a progressé énormément en matière de réduction de la pauvreté. D'autres régions, malheureusement, stagnent. On n'arrive pas, en réalité, à progresser au-delà d'un certain seuil, notamment parce que la manière dont on lutte contre la pauvreté, c'est en stimulant la croissance, et cette croissance crée des inégalités, donc de l'exclusion sociale. Et le message que j'envoie dans le livre, c'est qu'il faut réimaginer la lutte contre la pauvreté sans devoir passer par la case croissance qui cause de l'exclusion, qui marginalise une série de populations, notamment dans les secteurs les moins compétitifs de l'économie. Quand on parle de pauvreté ou d'extrême pauvreté, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on est pauvre de la même façon ici en France qu'on l'est La réponse est dans la question, bien sûr, qu'on l'est au Soudan ou en Birmanie. Vous étiez Non, il y a une mesure de l'extrême pauvreté qui est la mesure qu'utilise la Banque mondiale et qu'on utilise pour mesurer le progrès de l'objectif de développement durable numéro 1, éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. Et cette mesure, c'est des personnes qui sont en dessous de 1,9 $ par jour et par personne. Aujourd'hui, 2,15 $. On a adapté avec l'inflation, mais c'est tout à fait insuffisant comme mesure, parce que ça veut dire qu'au Portugal, par exemple, on n'est pas considéré comme extrêmement pauvre si on a 50 € par mois pour survivre, ce qui est absurde. La pauvreté n'est pas une question d'argent, c'est ça que vous dites, pas qu'une question d'argent. En tout cas, les personnes qui sont en pauvreté ne parlent pas que de manque d'argent, même si c'est tout à fait décisif. Elles parlent surtout de l'exclusion qu'elles ressentent, de la discrimination qu'elles subissent, des humiliations constantes auxquelles elles font face, non pas seulement parce qu'elles n'arrivent pas à se nourrir décemment ou à se loger décemment, mais aussi parce qu'elles n'arrivent pas à satisfaire aux attentes sociales. Et donc, la croissance des inégalités cause une pauvreté qu'on pourrait dire moderne, une exclusion sociale qui résulte du fait qu'on n'est pas en mesure de rivaliser avec les autres et de participer au progrès général. Et cette pauvreté-là, qui est la pauvreté ressentie par les gens, elle ne régresse plus. Et ça, pour le coup, c'est valable partout dans le monde, à des degrés divers, ou en tout cas, ça se présente de façon peut-être différemment. 50 ans de progrès, de lutte contre la pauvreté, vous le disiez tout à l'heure, qui sont menacés aujourd'hui par le changement climatique. En 2019, dans un rapport, l'ONU alertait sur le risque d'apartheid climatique, où les riches ont aujourd'hui le moyen de s'adapter, et les pauvres. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les personnes en pauvreté qui sont les plus affectées par notre incapacité à lutter contre les changements climatiques. Dans les pays riches, ce sont ces personnes-là qui sont les plus exposées aux sources de pollution, qui habitent dans les régions inondables ou qui sont à proximité des bretelles d'autoroute ou des grandes routes où la pollution atmosphérique est la plus importante, avec des impacts sur la santé qui sont tout à fait avérés. Et dans le sud, ce sont les populations les plus marginalisées qui auront le plus de mal à supporter le choc. Je rentre du Bangladesh, où on a, sur une population totale de 165 millions, 50 millions de personnes qui, dans les 30 années qui viennent, vont devoir migrer à raison de l'élévation du niveau des mers et à raison de ce que, de manière régulière, les récoltes sont perdues à raison de la salinisation de l'eau et des inondations. Donc ce sont des chocs considérables auxquels on peut s'attendre et malheureusement, ce sont les personnes en pauvreté qui en sont les premières victimes. Et pour en revenir aux propos de votre livre, pour freiner la machine, vous dites que les pays riches qui, on le rappelle, sont responsables de l'immense majorité des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sur la planète, doivent cesser de chercher la croissance à tout prix. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait réconcilier les populations des pays riches avec la transition écologique et donc, dans un cercle vertueux, essayer de freiner cette machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ?
Oui, alors je crois que le discours de la transformation écologique fait peur. Et beaucoup de personnes, notamment les ménages précarisés, ont peur d'une certaine manière d'opérer la transformation écologique par le haut, à travers une fiscalité qui pénalise, à travers des zones de faible émission dans les centres-villes qui font que leurs véhicules ne pourront plus y rouler, à travers des contraintes qu'ils subissent comme autant de manières de les exclure encore davantage. Et on peut concevoir autrement la transformation écologique comme un levier de justice sociale. Et dans le livre, j'essaye de mettre en avant, de manière très modeste, quelques propositions qui permettent d'aller dans ce sens. Il y a des mesures qu'on peut appeler des mesures à triple dividende, qui peuvent non seulement réduire notre empreinte écologique, mais en même temps créer des emplois pour les personnes ayant des faibles qualifications, rendre des biens et services abordables pour les ménages précarisés. Et c'est sur ces mesures-là qu'on doit miser. Par exemple, l'isolation des bâtiments, qui permet de réduire la facture énergétique des ménages, tout en créant de l'emploi dans le secteur de la construction, ou bien encore l'amélioration des transports en commun, qui permet à la fois de créer des emplois pour conduire les bus, les trams, les métros, les trains, créer les infrastructures, mais aussi rendre le droit à la mobilité abordable pour tous et toutes, sans qu'il faille une voiture individuelle. Donc il y a toute une série de mesures de transformation écologique qui peuvent bien davantage prendre en compte les besoins des personnes en pauvreté, alors que jusqu'à présent, on a opposé transformation écologique et justice sociale. Et mon livre est un plaidoyer pour concevoir l'écologie autrement, pour la faire avec les personnes en pauvreté, en les faisant participer à l'identification de solutions pour qu'elles ne se sentent pas exclues de cette écologie-là. Et pour ce faire, écrivez-vous, il faut aussi repenser, et vous l'évoquiez tout à l'heure, notre rapport à la croissance qui serait une espèce de cycle sans fin du toujours plus vite, toujours pour les plus riches et qui serait devenu contre-productive en réalité. Oui, pendant tout un temps, la croissance est utile. Elle satisfait des besoins essentiels en matière de santé, de logement, d'alimentation, d'accès à l'école, etc. Et puis à un moment donné, elle devient contre-productive. Quand on a, si vous voulez, satisfait les besoins essentiels et qu'on continue de se focaliser sur la quête de croissance, pour satisfaire finalement des désirs beaucoup plus frivoles, nourris par la publicité, qui brouillent la frontière entre le besoin et le désir, et où la croissance a des effets contre-productifs. Au nom de la croissance, on libéralise le commerce, on réduit les impôts sur les entreprises pour attirer l'investissement, on encourage une intensification du travail pour augmenter la productivité au travail au détriment de la santé des travailleurs et travailleuses. Bref, on recherche toujours plus de croissance au détriment du bien-être, de la santé des populations. Et dans les pays riches, c'est depuis le début des années 70 que la croissance est devenue contre-productive et qu'il faut imaginer d'autres manières de réduire la pauvreté, les inégalités, qu'en passant par la case croissance. Vous n'êtes pas pour autant un décliniste ou vous pensez qu'il faut maintenir la croissance à un niveau élevé mais stable et arrêter de courir derrière il faut toujours aller plus. vers une économie stationnaire. Vous savez, la croissance, c'est quoi? C'est l'augmentation des flux, du métabolisme de l'économie, l'utilisation de matériaux et d'énergie. Et il faut arrêter de vouloir toujours augmenter. On a une économie qui est prospère. Maintenons-la dans cette prospérité. Il ne s'agit pas de décroissance nécessairement, il s'agit de ne pas se donner comme objectif une accélération permanente de tout ce qui nous entoure. Et il y a des choses qu'on veut vouloir croître. Les pistes cyclables, les transports en commun, l'isolation des bâtiments sont des choses qu'on veut croître, et puis il y a d'autres choses qu'on doit absolument décroître. Mais l'objectif général, si vous voulez, c'est d'arrêter d'être dans cette quête permanente de la croissance, du toujours plus, de l'accélération qui épuise les écosystèmes, qui épuise aussi les hommes et les femmes qui font l'économie. Alors ça, c'est un modèle qui vaut pour les pays riches. Et dans les pays pauvres, ce discours, bien sûr, est compliqué à entendre. Mais là, vous parlez d'une croissance qui serait basée sur autre chose, par exemple, que les énergies fossiles. Oui, dans les pays pauvres, ce discours de l'économie stationnaire ne tient pas la route. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'on a besoin de croissance dans les pays pauvres. Ils ont encore des besoins essentiels de la population à satisfaire. Mais chez nous, on doit aller vers une économie stationnaire qui n'est plus en quête de croissance. Or, le développement des pays pauvres, très souvent, repose sur les exportations vers les pays riches. Une interdépendance très forte existe entre les économies. Et lorsque nous ralentissons l'économie chez nous, cela a des impacts pour le développement des pays pauvres. Donc les pays pauvres, les pays en développement doivent trouver d'autres manières de se développer qu'en exportant vers les pays de l'OCDE.
Il faut stimuler le commerce sud-sud, il faut stimuler l'intégration régionale dans le sud, il faut stimuler la demande intérieure dans le sud, c'est-à-dire l'augmentation des salaires et la protection sociale. Et c'est à cette condition-là qu'on aura un développement soutenable dans le sud, en même temps qu'on n'aura plus besoin de croître dans les pays riches qui sont déjà bien assez riches comme cela. À propos de développement international, Emmanuel Macron, le président français, organise demain et vendredi à Paris un sommet intitulé « Pour un nouveau pacte financier mondial ». Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ? Écoutez, avec d'autres, nous avons promu l'idée d'un fonds mondial pour la protection sociale, pour que les pays riches aident à financer la protection sociale dans les pays en développement, où la très grande majorité des personnes n'ont pas accès à la protection sociale. Et la France s'était engagée dans ce combat, avait pris véritablement son bâton de pèlerin pour que l'on mette sur pied ce nouveau mécanisme financier de solidarité. Malheureusement, au-delà de l'effet d'annonce, on n'a pas eu d'engagement concret, au-delà d'une première phase d'engagement de la France. Je le regrette. Je pense que ce fonds mondial aurait été et reste extrêmement important. On a eu un vote au sein de l'Organisation internationale du travail en faveur de cette idée portée par la France. Mais aujourd'hui, je dois constater avec beaucoup de regret que la France a déserté ce combat. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'une fois qu'il s'agit de passer de la parole aux actes, qu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, l'on perd peut-être un petit peu l'enthousiasme du début et pourtant le raisonnement qui était au départ celui qui amenait la France à appuyer cette idée demeure valable. La protection sociale, ce n'est pas seulement un investissement pour un développement durable, c'est aussi la meilleure façon de lutter contre le risque d'une croissance démographique trop rapide, notamment dans les pays africains. Vous savez, il y a des pays en Afrique de l'Ouest notamment qui doublent encore leur population tous les 30 ans. Et pour cela, il faut protéger les familles contre les risques du grand âge, c'est-à-dire garantir une protection sociale pour éviter que les parents ne soient tentés d'avoir de nombreux enfants pour s'assurer un revenu au cours de leur vieillesse. Il faut stimuler l'éducation des femmes pour qu'elles se marient plus tard et qu'elles reprennent la maîtrise de leur fécondité. Et cela, ça passe par la protection sociale. Donc la protection sociale est indispensable à un développement durable et elle est indispensable, évidemment, à la réduction de la pauvreté. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'avenir des pays en développement. Merci beaucoup Olivier de Schutter, le sujet est immense et le temps nous a manqué. Je renvoie à votre livre « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté aux liens qui libèrent ». Merci beaucoup, vous êtes le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Je le rappelle, merci encore d'être venu sur le plateau de Paris Direct. À très bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de l'info internationale. À tout de suite.